Donc, on va aujourd'hui traiter des banlieues par un biais qui est quelque chose qu'on n'entend jamais et dont on n'a jamais entendu parler et qui fait partie de ces choses qui sont vitales, mais que les politiciens font oublier à tout le monde parce que surtout, ça ne les intéresse pas. Ce sujet, c'est l'audit. À savoir que quand on prend une entreprise ou n'importe quelle organisation, lorsqu'on arrive, la première des choses, c'est pas tout de suite de changer sans savoir de quoi on parle. C'est pas de prendre des décisions et autres sans connaître la situation. C'est absurde. Or, dans tous les pays, le même système républicain qui est appliqué interdit l'audit. Il n'y a aucune investigation possible interne du pays, de ses institutions, de son fonctionnement et de beaucoup de choses qui s'y passent. Alors, cet audit me semble à moi absolument indispensable. Il est absurde d'essayer de changer des choses sans les comprendre, sans les connaître. Donc, c'est une des bases profondes de ce que doit être le changement. C'est d'abord connaître la situation à partir de laquelle on saura ce qu'il faut faire. Et pour cela, il y a un lien direct donc avec les banlieues et tous les exclus de la société, parce qu'il n'y a pas que les banlieues. Et il y a aujourd'hui, à travers tous ces chômeurs, qui sont maintenant plusieurs millions, réels, j'entends, euh, une multitude de compétences qui sont inexploitées, de savoirs qui vont se perdre et de gens qui manquent totalement de reconnaissance par notre société, au même titre que les gens qui résident dans ces quartiers un peu exclus. Alors, avant d'exposer ça, je vais donner un petit peu quelle est mon expérience en ce qui concerne les banlieues et l'intérêt de cet audit. Lorsqu'on parle d'audit, on parle d'une investigation profonde, complète de tout ce qui touche à l'État et à toutes les institutions. Ça veut dire, aujourd'hui, vous avez deux mondes qui sont particulièrement en avance sur l'ensemble de la planète, on va dire, en ce qui concerne la compréhension de ce qui se passe profondément. Ces deux mondes, c'est le monde arabe et le monde espagnol. Et pour une raison qui n'est pas spéciale ni à leur ethnie, ni à la langue, ni à quoi que ce soit, mais simplement parce que c'est la même langue qui est utilisée par de nombreux pays. L'espagnol est la langue la plus utilisée par le plus grand nombre de pays dans le monde. Et après, on trouve rapidement l'hindou, bien sûr, mais l'arabe parce que l'écriture de l'arabe est la même en arabe littéraire qu'on utilise en Syrie, en Jordanie, en Irak, au Maroc, en Tunisie, etc. Donc, les jeunes de France qui ont la chance d'apprendre l'écriture arabe ont accès par Internet à beaucoup plus d'informations que le français moyen qui reste cloisonné dans son système. L'espagnol, c'est la même chose. Il a accès à beaucoup plus d'informations parce que quand vous tapez quelque chose en espagnol sur Internet, vous avez des réponses du Chili, d'Argentine, de Colombie, de Bolivie, d'Équateur, etc., etc., etc. Et donc, on a une population de jeunes à travers donc ensuite les échanges qu'ils font entre eux, de jeunes dans les banlieues qui sont beaucoup plus informés qu'on ne l'imagine et le sont beaucoup plus que tous ces jeunes des grandes villes qui vont dans les programmes classiques, qui voient la télé des parents sur BFM TV le soir et qui n'ont pas accès à toutes ces informations. Alors ensuite, ma connaissance des banlieues, elle est assez limitée de par mon mode de vie, mais j'ai une première approche, je vais tout vous dire, j'ai une toute première approche en 1959 ou 1960, je ne me rappelle pas avec précision, ça pourrait même être 61, j'ai habité pendant un an à Villiers-le-Bel. À Villiers-le-Bel, j'habitais une cité qui s'appelle la cité des Carreaux. Donc, s'il y a des gens de Villiers-le-Bel de cette époque, si le nom s'est gardé peut-être ou qui s'en rappellent, en tous les cas, ils pourront confirmer que ça existe. En tous les cas, de mémoire à moi, ça existe bien. Ensuite de cela, j'ai eu au cours de mes aventures des gens que j'ai connus, l'occasion de connaître Aubervilliers, La Courneuve. J'ai connu aussi Vaux-en-Velin. J'ai connu quelques-unes de ces banlieues qui ensuite ont acquis une mauvaise réputation, surtout par Sarkozy, qui a tenu un langage visant à dégrader ces gens dans l'esprit de tous les Français. Ce qui veut dire que globalement, dans l'esprit d'énormément de gens en France, il y a une image péjorative des banlieues. Et on associe les banlieues
à des zones qui sont où il y a la drogue, où il y a les jeunes, les voyous, où c'est dangereux de se promener, etc., etc. Et donc ça, c'est ce qui court comme image vendue et présentée par les grands médias et par Sarkozy et sa bande. Et puis, il s'est trouvé que récemment, j'ai eu l'occasion de sillonner toute la France pendant 5 ans. Et pendant 5 ans, dans ces voyages, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de me retrouver invité par des jeunes de ces banlieues qui avaient organisé des espaces chez eux où j'ai pu être reçu et faire des conférences sur les différents sujets que j'aborde régulièrement. Et donc, je me suis rendu compte à quel point tout était mensonger, mais alors absolument tout. Et donc, toutes ces notions de danger, etc., de zone d'exclus, etc., sont complètement anormales. En revanche, il y a une construction qui a été totalement illogique. Quand vous regardez, par exemple, la ville de Paris, au 19e siècle, elle a été complètement refondée, reformée. Et quand vous regardez la ville de Paris, vous voyez quoi? Vous voyez immédiatement qu'il y a deux immenses poumons de chaque côté de Paris. Vous avez le bois de Vincennes d'un côté, le bois de Boulogne de l'autre côté, qui sont des espaces magnifiques et qui sont le poumon dont profitent tous les Parisiens. Quand vous regardez la situation au 19e siècle et que vous voyez ce qui a été fait au 20e siècle, au 20e siècle, ça a été le grand marché de la République, c'est-à-dire de la magouille, de la corruption, qui fait que tous les terrains exploités avec les promoteurs immobiliers, etc. Et c'est là où on a commencé à développer de la cité sans avoir le moindre concept philosophique concernant la vie des gens dans ces cités. Et ce qui fait qu'on a fait des cités totalement absurdes, idiotes, mal conçu et n'offrant plus ce recours permanent et proche de la nature comme on peut l'avoir ou comme on l'avait avant. À l'époque, quand j'étais moi à l'école à Villiers-le-Bel, donc j'avais 5-6 ans, je me rappelle que pour aller à l'école, sur mon passage, je traversais souvent un champ, je cueillais 2-3 cerises au passage, 2-3 pêches, il y avait des arbres fruitiers encore sauvages assez couramment à cette époque-là, mais il y avait une proximité de la nature. Je prenais mon vélo avec un ou deux copains, on allait se promener et on était dans les champs. Or, cette proximité de la nature qui est la vraie vie de l'être humain arrive sur Terre, c'est pas pour vivre dans le béton et être enfermé dans le béton en permanence et ne pas connaître autre chose que du béton. La vie sur la planète Terre, c'est les océans, c'est les montagnes, c'est les plaines, c'est toute la beauté de toute la planète. Or, quand on est enfermé en permanence dans le béton, on ne le vit pas du tout correctement. Alors, j'ai cherché à partir de tout l'ensemble de ces éléments, qu'est-ce qui serait logique de faire et surtout, qu'est-ce qui permettrait, et ça me semble aujourd'hui le plus important, qu'est-ce qui permettrait de faire disparaître complètement la notion péjorative des banlieues, qu'est-ce qui permettrait j'ose même pas dire le mot intégration, parce que l'intégration est un mot qui me déplaît énormément, parce que ça fait l'être supérieur qui tout d'un coup ouvre la porte à l'être inférieur pour lui permettre d'entrer dans son espace. J'aime pas le mot intégration. Je préfère beaucoup qu'on répare une injustice, qu'on répare une erreur qui a été commise dans la construction des villes, dans l'organisation des espaces de ces villes, parce que si on considère ces populations, imaginez une seconde par exemple, que dans cette même ville du 93, on va prendre par exemple Aubervilliers ou La Courneuve, et imaginez que là, cet espace-là, au départ, on ait pensé que c'est là où il faut monter une université de haut niveau qui accueillerait des étrangers du monde entier, où on montrait également des laboratoires de recherche, et donc ce serait un peu le gratin qui viendrait donc occuper cette zone. Est-ce que vous croyez qu'on aurait conçu les bâtiments de la même manière? Est-ce que vous croyez que les écoles pour enfants auraient reçu les plus nuls de tous les professeurs? Est-ce que vous croyez que les systèmes de surveillance, etc., auraient été les mêmes? En aucun cas, ça n'aurait été la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a parqué une population, on lui a donné les pires écoles, les pires services dans tous les domaines, et en plus de ça, ils se permettent même de les exploiter à travers toujours leur même magouille d'associations et autres, de subventions bidons, qui tout ça finit toujours dans la poche des mêmes personnes. Et tout ce montage-là ne fait que dégrader de plus en plus la situation, exclure les gens et surtout les empêcher de participer à la vie réelle de tout le pays.
Donc, j'ai cherché comment on pourrait complètement rétablir une situation qui soit juste, qui soit normale, quels que soient ces gens. Et il y a toutes sortes de gens, forcément. Donc, des Français d'origine étrangère, des Français qui ne sont pas d'origine étrangère, des Français qui sont socialement assez limités, d'autres qui sont très à l'aise, parce qu'il y a absolument de tout. J'ai travaillé quelque temps dans les placements financiers et mon premier poste, j'étais directeur régional pour les départements 92 et 93. Et je peux vous dire que j'avais plus d'investissements et d'investisseurs dans le 93 que dans le 92. Alors que sur le papier, ça paraît être l'inverse. Et curieusement, dans le 93, il y a énormément de mouvements de fonds, il y a beaucoup de gens qui... Il y a toute une vie économique, mais elle est comme un petit peu exclue. Et c'est ça qui n'est pas normal. Alors, comme il faut absolument faire un véritable audit en France et qu'on veut repartir sur des bases saines pour créer un nouveau monde, pour créer une nouvelle société, le point de départ, c'est déjà de connaître la situation. Et pour la connaître, il faut faire un audit complet, un audit qui va tout révéler. Je ne vais pas dévoiler un secret en vous disant que tout le monde sait à peu près que le 11/9, c'était un faux attentat. En revanche, le public français croit encore que Charlie, Bataclan, Nice étaient des affaires provenant de services étrangers, de terroristes venant de l'extérieur. Alors que les gens vraiment informés, les policiers qui étaient proches des investigateurs savent tous qu'à 90%, il est probable que c'est notre propre gouvernement qui a participé à ces attentats, à les organiser, à les faciliter et à mettre en place ce qui permettait de les réaliser. Et parmi les preuves évidentes, les casernes de militaires à proximité du Bataclan qui reçoivent un appel personnel de la part du ministre qui leur dit surtout n'y allez pas, ne bougez pas, ce n'est pas votre rôle, c'est complètement scandaleux et c'est une des preuves que cette affaire du Bataclan était là. L'autre qui suit derrière comme autre preuve, entre guillemets, c'est ces centaines de plaintes de la part des familles et des victimes de ce Bataclan, dont toutes les plaintes ont été mises à la poubelle, considérées comme sans suite par le procureur. Ensuite, vous avez donc, si vous voulez, toute une machination pour que la vérité n'apparaisse jamais. Et je pourrais parler aussi de ce responsable de la police qui commençait à aborder le sujet de Charlie d'un peu trop près et qui s'est suicidé dans son bureau, entre parenthèses. Je pourrais parler des policiers qui ont voulu investiguer un peu trop et qui ont été mutés ailleurs, avec une petite promotion, comme ça ils oublient le passage d'avant, etc., etc. Après, on peut arriver à l'affaire de Nice, où vous vous souvenez sûrement d'un policier qui a osé dire qu'il n'était pas d'accord pour trafiquer les cassettes vidéo, les enregistrements qui prouvaient les manipulations de la police organisées donc, pour permettre cet attentat de Nice. Et ce policier a eu tous les ennuis du monde, simplement pour avoir refusé d'escroquer le public en trafiquant une cassette vidéo. Donc, les principaux responsables, clairement, sont impliqués. À 90%, on peut en être sûr, dans les attentats qui tuent nos enfants. Donc, ça, ce sont des choses dont les banlieues sont parfaitement conscientes. Et peut-être plus, justement, que les gens qui sont trop souvent devant la télé officielle, devant les médias officiels.